Alors merci d'être encore là, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, c'est vrai que c'est un peu intense pour un dimanche, mais de toute façon il pleut, donc vous voyez, autant être à l'intérieur. On va continuer, on va changer un peu de thème et on va parler maintenant un peu de la prise de conscience au sein du secteur. Et donc de parler comment le vivent de l'intérieur les gens qui travaillent dans ces métiers. Et au-delà de ça, aussi de la reconversion des territoires, parce que changer tout un secteur, pour des territoires comme Toulouse, comme les alentours de Roissy, ça implique des reconversions non seulement des emplois, mais aussi des territoires. Donc on va parler de ces deux sujets. Moi je suis Estelle et je fais partie de notre choix et de l'organisation des assises. Et je vais co-animer la table ronde avec Romain. Bonsoir, donc Romain Morizot, je fais partie du collectif ICAR et donc du collectif PAD. Et je vais essayer de faire le lien avec toute la partie imaginaire qui a eu lieu lors de ces assises, d'accord, puisqu'on a l'imaginaire de l'aviation, des pionniers, ce genre d'imaginaire-là très positif de l'aviation, mais en réalité, au sein même du secteur, c'est pas aussi rose, c'est pas aussi lisse, d'accord. On a des personnes, des hommes et des femmes en fait, qui pensent que le cap pris par l'aviation actuellement n'est pas forcément en accord justement avec leurs idéaux qu'ils avaient de l'aviation à l'époque. Et donc on va en parler aujourd'hui, et notamment en lien avec ce qui peut être fait sur les territoires. Et donc je vais directement passer la parole à Xavier, puisqu'on a compris aussi que vous aviez envie de parler. Donc on va essayer aussi de vous laisser beaucoup la parole aujourd'hui. Allez. Bonsoir. Donc Xavier Petraki. Moi je suis donc... j'ai travaillé 40 ans au sein d'Airbus. Je viens d'être... on va dire, dans le cadre du PSE, suite à la pandémie, il y a eu, on va en parler, pas mal de conséquences sur des réductions d'effectifs. Et donc, je veux dire, j'ai anticipé ma prise de retraite suite donc à un PSE qui s'est fait au sein d'Airbus. Je suis un militant donc, à la CGT depuis pratiquement 40 ans et sur le territoire, j'ai eu pas mal de responsabilités syndicales. J'ai rejoint, comme c'est marqué là, le manifeste de l'industrie qui s'occupe des questions industrielles, pas simplement bien sûr de l'aéronautique, mais plus largement. Et donc on a rejoint donc, le collectif PAD, Pensons l'aéronautique pour demain, qui co-anime donc ici à Paris les assises sur l'aviation, sachant que le week-end dernier, donc, on a fait la même chose sur Toulouse. Donc moi, alors est-ce qu'on continue la présentation ou j'envoie 3 à 5 minutes. Bon, j'ai 3 à 5 minutes. Alors, moi, ce que je souhaitais démarrer un peu cette réflexion, c'est sur au moins 3 sujets. Le premier des sujets, c'est effectivement l'anticipation du secteur de l'aéronautique et du trafic aérien. Alors, moi, je suis plutôt de la construction aéronautique plutôt que de l'aérien. Hein. Il y a une séparation entre ceux qui construisent les avions et ceux qui les exploitent sous forme de compagnies aériennes. Donc moi je parlais plus de la question que je connais qui est la construction aéronautique. Et donc là on voit bien que sur l'anticipation comme ça s'est fait par exemple dans l'automobile, il n'y en a pas. Moi j'ai écouté les débats d'hier et de ce matin. Je trouve que les industriels, on ne peut pas leur faire confiance pour anticiper tout ce qu'on devrait faire du point de vue industriel par rapport au réchauffement climatique. Il n'y a aucune anticipation. Et moi, je pense qu'il ne faut pas compter sur les industriels pour aller dans ce sens-là. Et donc, ça se compte en nombre d'emplois. Nous avons perdu 8800 emplois rien que sur en un an et demi sur la région toulousaine élargie, puisqu'il y a aussi quelques régions limitrophes. Mais c'est 8800 emplois, c'est quand même pas rien, c'est quand même pas neutre. Alors à l'échelle de l'Île-de-France, ça passe inaperçu. À l'échelle toulousaine, c'est quand même pas rien. La deuxième chose, c'est aussi que deviennent les salariés dans cette affaire-là. On n'entend pas forcément beaucoup la parole des salariés quand on parle de réchauffement climatique. On parle, on entend les décideurs, on entend les industriels, etc., qui décident pour nous. On entend les partis politiques, mais les salariés, pas du tout. Et donc l'idée que l'on porte aussi, c'est comment donner la parole aux salariés pour qu'ils interviennent eux-mêmes sur les choix industriels et sur les choix stratégiques. Et c'est ça vraiment une question de fond. Et la dernière
question sur laquelle on s'est beaucoup positionné dans le cadre de la réflexion sur ces assises, c'est comment, justement, pour essayer d'anticiper des mises en commun de différents champs industriels, comment on pourrait essayer de mettre en commun des compétences qui existent dans l'aéronautique. Ça a été dit tout à l'heure à travers des écoles de formation comme Super-Héros, mais il y en a bien d'autres, et mettre en commun ça sur d'autres types d'industries émergentes, notamment qui participent donc à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est un peu cette idée-là, et bien sûr sur le territoire. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas non plus convertir des emplois de Toulouse pour les faire à Paris. Nous, ça ne marche pas. On a envie aussi que l'ensemble des territoires puissent avoir une industrie, développer des savoir-faire et développer des compétences. C'est vrai aussi pour toutes les écoles de formation qui existent aujourd'hui, qui sont concentrées sur l'industrie aéronautique, qui pèsent dans notre région, et je finirai par ça, 85% des emplois industriels. Quand vous avez 85% des emplois industriels qui pèsent uniquement sur l'aéronautique, comprenez bien que quand on parle de transition, quand on parle de transférer ces emplois-là vers un autre secteur, il faut que ça corresponde à quelque chose. Donc, Johan, tu peux y aller. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Johan, je suis ingénieur mécanique. J'ai commencé ma carrière il y a 10 ans dans l'automobile et maintenant je travaille dans l'aéronautique depuis 6 ans. Donc voilà, moi j'ai toujours été sensibilisé aux enjeux écologiques, mais ça ne m'a pas empêché de brûler de l'énergie fossile pour mes loisirs ou pour mes voyages ou pour avoir une activité professionnelle à un moment donné. Mais bon voilà, au fur et à mesure que les années passent et que l'urgence arrive, on commence à changer de braquet. Et donc c'est tout naturellement que j'ai répondu à l'appel de la Técopole qui visait à constituer des collectifs de salariés dans l'aéronautique pour se demander s'il y avait des personnes sensibilisées aux enjeux écologiques dans ces métiers et comment on pouvait se réorienter et toujours avoir une question de l'emploi au centre de la question. Donc avec le collectif ICAR qui s'est créé, on a une vision collective des choses. Vraiment c'est ça qu'on veut mettre en avant. On peut se réorienter tout seul, on peut démissionner si on veut faire. On peut le faire publiquement avec l'association Vous n'êtes pas seul. Sinon, on peut se réorienter tout seul, se trouver un autre emploi. Mais ce qui nous intéresse, c'est le collectif. Comment on peut vraiment convertir les emplois des territoires vers quelque chose de beaucoup plus durable. Donc, on agissait sur la diversification des activités au sein de l'industrie aéronautique et aussi sur la reconversion des emplois. Dans les territoires, en couvrant des besoins sociétaux. Donc on a des propositions un peu plus détaillées qu'on pourra vous présenter pour plus tard, mais voilà le propos. Merci beaucoup. Et donc, Auguste. Bonjour à tous, moi je m'appelle Auguste Basset, je suis étudiant en école d'ingénieur, une école toulousaine du coup dans le domaine de l'aéronautique. Voilà, j'ai pris conscience un petit peu de l'urgence en arrivant à l'école, justement grâce au parcours qu'on nous propose. On a dans cette école ce qui s'appelle une rentrée climat, où on passe une semaine sur des ateliers de sensibilisation aux enjeux climatiques. Je suis aussi membre du collectif des étudiants pour une aéronautique soutenable. C'est un collectif qui a été fondé à la suite de la publication d'une tribune sur l'aéronautique qui est parue dans Le Monde en mai 2020. Vous vous en souvenez peut-être. Et voilà, en fait, ce collectif a été fondé dans le but de porter le message qui était initialement celui de la tribune, à savoir que on pense, nous, en tant qu'étudiants du secteur, que les progrès techniques ne suffiront pas pour répondre aux enjeux qui sont les nôtres. Et il faudra donc que ces progrès techniques s'accompagnent d'une réduction du trafic. Ça, c'est clair et net. Entre 2005 et 2019, les émissions du secteur ont augmenté de 42%. Et ça, malgré des progrès techniques notables dans le domaine, pour les avions, les moteurs, etc. Donc, il faudra passer par une réduction du trafic. C'est le premier message qu'on propose. On a aussi comme but au sein du collectif de rencontrer les entreprises du secteur, les grosses entreprises, d'engager le dialogue avec eux pour voir un peu où elles en sont dans leurs réflexions et surtout pour porter dans l'autre sens le message aux étudiants pour savoir un peu justement quelles entreprises sont prêtes ou non à faire des efforts, à travailler en ce sens-là, parce qu'en tant qu'étudiant, on est peut-être leurs futurs employés et donc on a envie de travailler avec des gens qui se sentent concernés par les mêmes problématiques que les nôtres. Donc voilà. Je rajouterais que
la tribune des étudiants a fait un coup de tonnerre, chez Airbus notamment, puisque lorsqu'on sort d'une école d'ingénieurs telle que l'ENAC ou Supaéro, notre seule envie depuis des années, c'est d'aller chez Airbus, puisque c'était une entreprise assez intéressante. Et donc la tribune a fait vraiment un coup de tonnerre chez eux. Et donc ils ont eu ensuite les têtes pensantes d'Airbus qui les ont reçus pour comprendre, puisqu'ils n'ont pas compris en fait pourquoi Airbus est devenu moins attractive que ce qu'elle a été. Et donc je vais laisser la parole à Cécile pour l'aspect territoire. Bonjour, donc moi c'est Cécile Bonichon et avec Vinciane Tricoire qui est juste là, on travaille pour le CECCT4. C'est un collectif d'élus d'Île-de-France, donc l'acronyme c'est Collectif d'élus pour le climat contre le T4. Donc c'est un collectif qui s'est créé en 2020, tout d'abord pour porter la voix des citoyens qui étaient contre le T4. Pourquoi est-ce qu'ils étaient contre le T4 ? Notamment pour les pollutions sonores et les pollutions aériennes, mais aussi à cause de l'incompatibilité du projet avec les accords de Paris et donc de manière plus globale avec l'urgence climatique. Donc après une première phase de lutte où les élus ont fait un recours au SCOT de la communauté de communes Roissy Pays de France et ils ont aussi envoyé un courrier au président de la République. Ils ont voulu rentrer dans une phase de construction et ne pas juste être dans la lutte. Et donc c'est là que nous intervenons et que nous travaillons à la construction d'une alternative à ce terminal 4. Parce qu'en fait, c'est quoi le problème aujourd'hui ? C'est que Roissy, c'est une manne économique très importante pour le territoire, c'est-à-dire que la plateforme aéroportuaire, c'est 90 000 emplois. Et donc, le T4, c'était 40 000 emplois prévus. Et donc, les élus de ce territoire, enfin certains élus, politiquement, ils ne peuvent pas refuser un projet comme celui-ci si sur leur territoire, il y a pas mal de chômage. Et donc, nous, ce qu'on veut démontrer à travers l'alternative, c'est qu'il peut y avoir d'autres projets économiques qui peuvent être durables, donc c'est-à-dire qui peuvent être respectueux de l'environnement et respectueux des habitants. Et donc, depuis juin, on fait un travail d'enquête sur ce territoire du Grand Roissy. Donc le Grand Roissy, c'est quoi ? C'est l'aéroport plus une vingtaine de villes aux alentours qu'on appelle l'aire direct. Donc c'est le bassin de main-d'œuvre de Roissy. Et donc du coup, on enquête sur ce territoire pour comprendre ses enjeux et ses dynamiques. Donc on a rencontré une vingtaine d'acteurs du territoire, donc des élus, des collectivités, des entreprises, des associations, enfin voilà, plein de personnes différentes, des experts. Et donc du coup, on essaye de comprendre, de cerner ce territoire et de réfléchir à quelles alternatives durables il pourrait y avoir sur ce territoire. Donc notre enquête, elle n'est pas finie pour l'instant, mais une fois qu'on aura fini l'enquête, plus les premiers éléments dessinés des contours de cette alternative, les enjeux, ça sera de faire connaître nos travaux au maximum d'acteurs possible, et notamment aux élus qui étaient pour le T4, pour leur montrer qu'il y a d'autres élus qui essayent d'initier une démarche d'alternative. Le but, ce sera aussi de montrer que l'enjeu, il est plus grand que ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que le T4 est abandonné ou que l'extension de Roissy est abandonnée qu'il n'y a pas quand même un trafic très important sur cette zone-là et que donc il y a quand même des enjeux climatiques et sanitaires pour les habitants qui habitent autour de l'aéroport. Et le troisième enjeu, ça sera de fédérer un maximum d'acteurs autour de cette alternative et autour du projet de manière générale et pas que les élus. Ok, merci bien. Donc ça fait écho notamment aux travaux du PAD qui ont sorti il n'y a pas longtemps un rapport qui s'appelle « Moins d'avions, plus d'emplois ». Et je ne sais pas si Johan ou toi, Xavier, tu veux en parler. Oui. En fait, voilà, au collectif ICAR, on prend sur notre temps personnel pour chercher des idées de projets vraiment durables et qui répondent à des besoins sociétaux. Donc là, on avance. Par exemple, on pense qu'on a besoin de se vêtir et qu'on a besoin d'avoir des vêtements produits localement. Et la piste qu'on a pour l'instant, c'est de travailler sur le chanvre textile. Donc on a dans la région d'Occitanie une coopérative avec laquelle on collabore et sur laquelle on fait une étude industrielle de comment implanter une filature et une étude de marché aussi pour savoir quels seront les possibles clients et les débouchés. Donc là, on arrive typiquement dans une filière de reclassement d'emplois industriels
où on part de l'agriculture, où on peut stocker 15 tonnes de CO2 à l'hectare avec le chanvre. On transforme de manière locale avec des machines produites localement, avec une filature qui travaille aussi localement, qui peut faire de l'emploi, pour arriver à du fil. Et ensuite, on peut tisser aussi, ça existe déjà, le fait d'avoir les industries qui tissent le fil, et la confection qui prend le relais pour après avoir des vêtements. Donc là, on a une certaine boucle vertueuse locale qui existe. On peut travailler en France, mais aussi c'est le local qui prime. On peut travailler d'Occitanie à Catalogne. Voilà, l'important, c'est de minimiser l'impact carbone de tout ça. Donc voilà, nous, on a des petits projets comme ça. On aurait besoin de volontaires, parce qu'on a quelques idées dans les cartons aussi sur l'électroménager durable. Il y a des entreprises qui se montent, mais qui n'ont pas forcément la main-d'œuvre, les fonds pour avoir des compétences fortes. Donc on pense à Keep It à Toulouse, là, qui veut développer des projets, des machines à laver durables, des bouilloires pour l'instant. Donc voilà, avis aux volontaires qui veulent s'engager dans tout ça. Donc voilà, pareil, on a tout. Donc là, on est sur du neuf quand même, mais on a tout un gisement avec le recyclage des choses, quoi. Les déchets du XXe siècle, on peut aussi en faire des vêtements. Et les déchets électroniques, alors on a une statistique là qui dit que pour avoir 1 gramme d'or, il faut remuer 1 tonne de terre, alors que sinon 1 kilo de déchets électroniques suffirait pour arriver aussi à 1 gramme d'or. Donc voilà, ce sont des filières à reconstruire localement, et pour cela, voilà, on a plusieurs idées de mesures politiques, mais bon, je sais pas, si vous voulez rebondir dessus, sur les idées, en fait, pour les emplois dans les territoires. Là, vous m'entendez ? Peut-être pour parler un peu de l'approche qu'on a eue sur le territoire, plutôt autour de Roissy. Pour l'instant, on a mené une enquête en fait pour essayer de comprendre en fait le territoire auquel on avait affaire, parce que comme disait Cécile, c'est le souci des élus qui portent cette initiative, c'est de pouvoir proposer une alternative en termes d'emploi. Et donc du coup, on s'est intéressé à ce territoire, où est-ce qu'il y a un besoin d'emploi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, si on prend le strict territoire de Roissy, numériquement, c'est un pôle d'activité qui est excédentaire en emploi par rapport au nombre de travailleurs sur le territoire. Il y a une balance positive de 75 000 emplois. En fait, le sujet, c'est que, et malgré tout, on a un chômage local c'était 14% en 2016 sur le pôle de Roissy, et si on prend carrément l'aire directe d'influence de Roissy, c'était même 20%. Donc finalement, le problème ne vient pas du manque d'emploi, mais de l'inadéquation entre les emplois proposés par ces pôles d'activité et la typologie et les qualifications des personnes qui habitent le territoire. Et là, en fait, on touche à un certain paradoxe avec Roissy, parce que finalement, on se rend compte que Roissy va chercher ses employés sur une aire extrêmement diffuse, surtout sur les professions hautement qualifiées, parce que généralement, ces personnes-là qui ont les moyens de vivre dans un territoire agréable évitent d'habiter sur le territoire de Roissy qui subit des nuisances. Et donc, du coup, on se retrouve avec une population locale qui habite là, pas forcément par choix, mais pour des nécessités économiques, et qui ne correspond pas aux emplois proposés. Tout ça nous a amené à voir aussi qu'il y avait un sujet autour le mythe des grands projets, parce qu'il y a eu plusieurs initiatives de projets sur ce territoire, et finalement un pôle d'activité comme Roissy ou un grand projet de type Roissy, c'est aussi un emploi extrêmement spécialisé. Et du coup, on a un très faible nombre de métiers représentés par rapport à la variété possible. Et donc, du coup, c'est pas non plus les grands projets qui vont nous permettre de résorber le problème du chômage local. La troisième caractéristique qu'on a identifiée à travers l'enquête sur ce territoire, c'est le fait qu'on est sur un territoire qui a un gros phénomène de navetteur, en fait, entre des espaces qui sont des villes dortoirs et 2 pôles d'activité forts qui sont Roissy d'un côté et Paris de l'autre. Il faut savoir que sur Paris, typiquement, on a 1 800 000 emplois et on a seulement 750 000 travailleurs qui habitent à Paris. Donc mécaniquement, il y a à peu près 1 million de personnes tous les jours qui doivent venir travailler dans Paris. Et les personnes qui viennent travailler, ce sont essentiellement des personnes qui habitent en couronne ou en banlieue et qui font ce chemin quotidien aller-retour. Et une des conséquences de cela, c'est que les villes qui hébergent ces travailleurs sont elles-mêmes assez dénuées de services de proximité, de commerce, et font que ce sont des villes dortoirs, c'est-à-dire des villes qui ne sont pas forcément des lieux de vie agréables. Dernière caractéristique qu'on a identifiée, c'est qu'on est sur un territoire très dense, très urbanisé,
qui a, comme toutes les métropoles, du coup, une très faible autonomie en termes alimentaires, en termes d'énergie. On a également, du fait des difficultés sociales évoquées, un territoire qui a des besoins en termes de santé, d'éducation. Et donc finalement, c'est un territoire qui est assez mal préparé aux enjeux à venir liés au dérèglement climatique, aux épisodes de chaleur intense qui vont arriver et qui a d'ores et déjà aujourd'hui beaucoup d'enjeux. Et on arrive du coup à une conclusion préliminaire ou intermédiaire qui est que finalement, pour répondre à la question de l'emploi sur ce territoire, il faudrait faire en sorte de développer ce que Jacqueline Ortiwa, qui est une urbaniste du territoire, appelle les zones cohérentes, c'est-à-dire faire en sorte de faire synchroniser géographiquement les bassins d'emploi avec les bassins de vie, de manière à éviter qu'il y ait des systèmes des flux de navettes pour les habitants. Et donc cela, ça suppose de développer l'emploi résidentiel, c'est-à-dire un emploi qui est localisé, qui est non délocalisable. Et du coup, ça suppose aussi de s'intéresser du coup aux habitants du territoire, de partir de ce qu'ils peuvent proposer, leurs compétences, leurs aspirations, leurs besoins. Le deuxième enseignement, c'est qu'évidemment, il y a tout un sujet autour de la transition écologique et l'adaptation des territoires aux enjeux à venir. Aujourd'hui, ce sont a priori des enjeux qui sont quand même globalement identifiés. Il y a eu l'an dernier une COP en Ile-de-France qui mettait en évidence ces besoins. Et on a déjà des initiatives qui réfléchissent à ça. Par exemple, Karma, c'est une initiative qui vise à promouvoir une filière d'alimentation saine en circuit court sur le territoire. Néanmoins, la difficulté semble être aujourd'hui d'articuler ces initiatives ou ces besoins de développer certaines filières avec justement les habitants du territoire et d'identifier les porteurs de projets, mais pas que. On a aussi un sujet autour de, par exemple, si vraiment pour prendre juste cet exemple de l'agriculture, il y a aussi un enjeu à pouvoir récupérer le foncier pour le faire transiter d'une agriculture conventionnelle vers une agriculture bio et un modèle d'agroécologie. Et tout ça, c'est énormément de complexité et ça ne repose pas uniquement sur des problématiques de porteurs de projets, mais ça demande aussi à ce qu'il y ait un accompagnement par un cadre politique qui soutient ce genre d'initiative. Et puis enfin, ça pose la question du financement. C'est-à-dire que ce genre de modèle, comment est-ce qu'on les finance? Quel est le business model ou le modèle économique qu'on peut trouver pour que ces filières puissent se développer? C'est pour ça qu'en fait, on essaie de rassembler un maximum d'acteurs dans cette enquête et de parler à un maximum de personnes. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a énormément de champs sectoriels à investiguer et il y a énormément d'acteurs qui sont importants de mettre autour de la table pour faire en sorte de pouvoir faire émerger des filières. Merci. Ça fait déjà pas mal d'éléments. Je ne sais pas si Auguste ou Xavier, vous voulez rebondir, mais sinon, on va pouvoir passer peut-être à des questions de la salle. On a promis qu'on vous passerait la parole, donc faisons-le. Oui. Bonjour. Je suis un ancien salarié retraité du transport aérien d'une compagnie aérienne. Alors Toulouse, c'est le bassin d'emploi, on a mis toute l'aviation là-bas, et puis le jour où on n'en fait plus, effectivement, on met plein de gens sur le carreau, y compris les sous-traitants. Est-ce que vous avez, enfin, dans les prévisions, parce que je ne me fais pas de soucis, bon, les gens me diront, toi maintenant tu t'en fous, t'es à la retraite, mais ceux qui restent, dont mon fils qui a été déjà licencié, dans le périphérique du transport aérien, est-ce que vous avez fait des prévisions de la... Je ne dis pas ça de catastrophe, mais des pertes d'emplois sur la filière aéronautique, transport aérien, mais pas que. Tourisme également, s'il y a moins de gens qui viennent visiter en France, le tourisme va en prendre. Je veux dire, il y a certainement à faire un recensement des pertes d'emplois prévisibles. Alors effectivement, en espérant que d'ici 2050, mais j'ai quelques doutes, je ne le verrai pas de toute façon, je serai trop vieux, et je serai mort avant ça. Mais je pense que l'avion propre, il n'est pas prêt de voir le jour, de mon point de vue. Voilà. Alors est-ce que vous avez essayé de faire des prévisions Je sais que c'est compliqué, mais je crois qu'il faut s'y atteler. Voilà. Xavier, peut-être tu veux apporter une réponse et puis
Johan après. Alors, les prévisions, encore une fois, on va parler construction aéronautique, puisque sur le trafic aérien, c'est encore un autre secteur. Et là, je pense qu'il y a quelques spécialistes dans la salle qui pourraient répondre mieux que nous, je pense. Sur la construction aéronautique, effectivement, il y a 3 régions en France majeures sur la construction aéronautique, sachant que la première des régions, c'est quand même l'Île-de-France. Voilà. Donc c'est l'Île-de-France, c'est grosso modo 30% des emplois de la construction aéronautique qui sont sur l'Île-de-France, notamment avec une entreprise qui était là hier d'ailleurs, Safran, qui fabrique à la fois des moteurs d'avion, mais aussi des équipements pour les avions, comme des trains d'atterrissage, etc. Ensuite, on a la région Occitanie, et puis la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine. Et puis on a aussi les Pays de Loire, un peu PACA, enfin, etc. Donc sur l'Occitanie, c'est 27% des emplois de la construction aéronautique qui sont localisés quasiment sur Toulouse, parce que évidemment on a aussi des effets supplémentaires qui sont l'effet de la métropolisation. Et donc je pense que au-delà de savoir si les emplois on les a effectivement de Paris, on les a décentralisés sur Toulouse, je pense que pour ceux qui habitent Toulouse, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'il y a eu effectivement un effet autour de l'aéronautique qui a concentré à la fois ce qu'on pourrait appeler un système local de compétences entre la formation initiale, donc des écoles d'ingénieurs, et aussi beaucoup d'écoles de techniciens, tout ça qui se sont développées sur l'aire toulousaine. On a effectivement beaucoup de grandes écoles, on a aussi des centres de recherche, etc. On a ensuite toute une industrie qui s'est développée entre donneurs d'ordre et sous-traitants, entre équipementiers. Donc pour faire un avion, il faut quand même, bien sûr, ceux qui fabriquent aussi la matière première, les pièces élémentaires. Il y a aussi tous ceux qui font les systèmes. Et puis bien sûr, il y a les motoristes. C'est tout ça qui fait un avion. Et ensuite, on a tout ce qui est lié aux compagnies aériennes, mais là, les compagnies aériennes ne sont pas sur le même modèle que la construction aéronautique. Donc, ce qu'on peut estimer, en tout cas en termes d'emploi, j'ai vu tout à l'heure, dans la table ronde précédente, on parlait de transférer 30 000 emplois du domaine aéronautique vers le domaine transport ferré. Bon, je ne sais pas comment ces chiffres sont calculés. Est-ce que ça comprend justement la construction aéronautique et l'aérien, ou que la construction aéronautique? Bon, ça c'est au Shift peut-être au projet de répondre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les avionneurs, que sont Airbus et Boeing, eux, ils font pas ce pari-là. Les dernières annonces qui ont été faites, c'est pas moins d'avions. C'est beaucoup plus d'avions. L'idée des 2 avionneurs que sont Airbus et Boeing, même s'il y a un troisième acteur qui sont les Chinois qui arrivent sur le marché, mais c'est quand même en petite quantité, c'est quand même de produire 2 fois plus d'avions qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a grosso modo une flotte entre 22 et 25 000 avions qui volent, qui sont en état de voler, on va dire ça comme ça. Pas forcément qui volent, mais qui sont en état de voler. La prévision sur 2040, n'est pas en 2050, sur 2040, c'est de doubler ça. C'est de faire à peu près, Boeing vient de donner un chiffre, c'est 44 000 avions. Airbus avait donné un chiffre avant la pandémie, c'était 38 000. Donc Airbus vient d'annoncer une augmentation des cadences, notamment des moyens courriers, où on fera grosso modo, enfin on fera, mes successeurs, puisque moi j'y suis plus, grosso modo entre 900 et 950 avions par an. Donc, alors, il y a plusieurs raisons à ça. Soit c'est effectivement pour peut-être rassurer le marché économique que vous inquiétez pas, Airbus sera toujours là dans 20 ans. Ou alors c'est parce qu'ils n'ont pas trop compris qu'effectivement on avait un souci avec le réchauffement climatique. Moi je pense que voilà, il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux, même si les industriels, on le sait, travaillent sur des solutions technologiques, on le sait, ça a été dit à plusieurs reprises et tout, n'empêche qu'en donnant ce signal-là, de dire il faut doubler la flotte d'ici 20 ans, on peut se demander si la technologie va compenser ce doublement de la flotte. C'est bien pour ça que je pense que tout le monde essaie de réfléchir sur des solutions intermédiaires qui seraient effectivement de prendre une partie de ces emplois et de les convertir sur des filières émergentes, sauf que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Et donc le travail que vous avez fait, moi je pense qu'il faudrait pouvoir le faire un peu dans toutes les régions, parce que dire qu'on peut diversifier l'activité industrielle,
quand elle est à ce niveau-là de concentration, c'est très compliqué. Vous ne pouvez pas dire à tous les jeunes de super-héros, vous allez faire demain de l'éolien. Ça ne marche pas comme ça, quoi. C'est pas sur un claquement de doigts. Donc ça veut dire que, et je finirai là-dessus, qu'il y a un besoin d'anticiper. Et l'anticipation, je vais vous dire un mot qui va peut-être fâcher certains, mais c'est de planifier les choses. Aujourd'hui, on a un manque, et notamment vis-à-vis de la puissance du public, de prendre cette question-là vraiment en jeu de planification. On ne peut pas simplement dire il y a le réchauffement climatique et il faut garder les 1,5 degrés d'ici 2050 et attendre que ça se fasse tout seul. On ne peut pas dire, comme c'est arrivé nous à Airbus, on a eu 15 000 suppressions d'emplois, ça fait partie de la vie des entreprises. C'est pas acceptable. Socialement, intellectuellement, même voilà, sociologiquement, c'est pas acceptable. Donc ça se planifie. Il faut que les industriels comprennent que c'est plus possible simplement d'intervenir par rapport au marché. Parce que moi, j'ai pas envie de dépendre ma vie et celle de mes enfants et celle de tout mon entourage en fonction des marchés. Si le marché il monte, je dis que je double la flotte, et si le marché descend, je vais faire des trains. Ça marche pas comme ça. Il faut planifier, il faut essayer que les industriels répondent à un objectif global, sociétal. Et moi, je pense que c'est de ça qu'il faut vraiment discuter aujourd'hui. Ça marche. Merci Xavier. Yoann, tu voulais compléter ? Oui, alors pour le point de vue des salariés, donc c'est vrai qu'on n'est pas invité à discuter de tout ça. On ne peut pas donner notre avis sur est-ce qu'il faut doubler la flotte, est-ce qu'il faut se diversifier. C'est un petit manque d'un point de vue démocratique. Mais bon, soit, partant de ce principe, ce qu'on essaye au collectif, c'est de s'organiser un peu par nous-mêmes et de se dire oui, il y aura ces pertes d'emploi. Les Occidentaux ont un niveau de vie qui est tellement supérieur à ce que peut encaisser la planète que faut consommer moins, faut trouver autre chose. Donc il y aura forcément des sortes de coupes franches dans certaines choses. Et donc là, on commence à se dire pour transiter doucement, ce serait bien qu'on va pas passer du jour au lendemain à un emploi agricole peu rémunéré, sans vacances, sans CSE, sans avantages. Donc la marche est un peu trop haute. Donc on se dit on peut y aller peut-être par étapes avec une sorte de 4/5e et arriver dans rejoindre un panel de salariés disponibles pour faire des missions vraiment écologiques. Donc ça, ce serait des activités peu rentables, malheureusement. Donc il y aura un équilibre économique à trouver. C'est là qu'on a besoin peut-être d'accompagnement forcément du gouvernement, et puis un peu de tout le monde aussi. C'est vrai qu'on pensait à faire des parts sociales un peu défiscalisées, que tout le monde participe à tout ça voilà, se dire moi je suis déterminé, je veux agir contre le changement climatique, j'ai des plans à long terme, des plans à court terme, des solutions d'adaptation, je peux être disponible, je peux être rémunéré pour ça, au salaire médian, ce serait bien. Et comme ça, on a des forces vives là, qui peuvent agir et on peut passer concrètement à l'action et revenir un an après en disant voilà, face au constat du Haut Conseil pour le climat, on a progressé à notre niveau, on a fait des choses. Tu veux compléter ? Oui, juste sur une approche territoriale, effectivement sur le territoire de l'Île-de-France, c'est pas tellement l'aéronautique, mais c'est plutôt l'aérien. Et au-delà de l'aérien, c'est toutes les activités en fait qui se développent grâce à l'avion. Donc on a tout ce qui est logistique et on a également toute l'activité touristique. La logistique, c'est 70 000 emplois sur le territoire du Grand Roissy. On disait tout à l'heure que la plateforme aéroportière, c'est 90 000. Donc c'est dire à quel point la dépendance est large, en fait, et qu'elle ne touche pas uniquement le secteur direct de l'avion, mais tous les secteurs qui en dépendent. Et donc voilà, simplement pour donner quelques chiffres et montrer que il faut planifier, mais il faut dès à présent le traiter parce que la pandémie a mis à mal quand même tous ces secteurs. Et donc c'est une problématique qui est vraiment d'actualité pour les acteurs du territoire, dont a priori certains élus se sont émus dans le sens où ils ont vraiment ressenti la dépendance du territoire, de leur territoire à l'aérien. Et c'est certainement une question quand même qui les travaille et à laquelle ils réfléchissent aujourd'hui. Oui, moi je voudrais commenter ce que vous avez dit. Votre analyse est parfaitement juste. Je précise tout de même que vous parlez de 90 000 emplois à Roissy. En réalité, les emplois actuellement, ils sont en baisse.
C'est des données qui sont fournies, entre autres, par Jacqueline Lortiwa. Et ce qu'on peut dire, c'est que les 40 000 emplois qui sont attendus de la part du T4, eh ben, très vraisemblablement, il y en aura beaucoup moins. Clairement, il ne faut pas compter sur l'aérien, enfin sur le pôle de Roissy, pour développer des emplois locaux. Vous avez très bien expliqué pourquoi, c'est-à-dire absence d'adéquation entre les qualifications du territoire et les emplois proposés. Il faut dire en plus que lorsque par extraordinaire, un employé du territoire réussit à avoir un emploi qualifié à Roissy et suffisamment bien payé, eh ben, il faut le corps du territoire. Parce que ce territoire n'est pas attractif, comme vous l'avez dit vous-même. Et alors, le maire de Gonesse et le maire des autres communes autour, ils se trouvent à un problème tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire qu'ils essaient de combler les vies qu'il y a dans l'emploi chez eux, avec un taux de chômage plus élevé qu'ailleurs, en promouvant des emplois, par exemple, comme EuropaCity dans le temps. Et la problématique d'EuropaCity, c'est exactement la même que celle de Roissy, c'est-à-dire qu'on donne des emplois qualifiés qui ne correspondent pas au territoire. Alors heureusement, EuropaCity a été abandonné. Moi-même, je fais partie d'un organisme qui s'appelle le CPTG, que vous devez connaître. Et alors, vous avez parlé également de Karma. Ce qu'il faut savoir, c'est que Karma, il se heurte, comme ça a été dit dans une table ronde d'avant, à un problème de foncier. Il ne possède pas le foncier. Pour que Karma puisse aboutir, il faudrait qu'il y ait un accès au foncier. Avec les problèmes de spéculation qu'il y a actuellement sur le territoire, spéculation foncière justement, eh ben, ça semble très difficile. Et j'ai perdu le fil de ma pensée, excusez-moi. Et enfin, bon, ben, je vais arrêter là. Si ça me revient, je vous dirai. Il est clair aussi qu'il faut dire que pour l'aéronautique, elle devient de plus en plus automatisée. D'accord ? Et donc les emplois d'hier ne seront clairement pas les emplois de demain. Donc effectivement, il y a un très gros bassin d'emploi pour l'aéronautique, mais avec la progression technologique, il y en aura de moins en moins. Et ça, c'est pas forcément dit par les personnes en fait, qui prônent la technologie. Eux, ils nous disent que ça va créer des emplois, mais en fait, ça en détruit aussi par derrière. Bonjour à nouveau. Excusez-moi si je pose beaucoup de questions, mais c'est très, très intéressant. J'avais une question sur les synergies entre, ou plutôt l'amélioration des synergies entre protection des emplois et transition écologique sur l'aérien. En fait, ici, vous arrivez tous, je trouve, à conjuguer très bien les deux. Mais mon inquiétude, et que je constate déjà un tout petit peu dans le travail de plaidoyer qu'on mène à Bruxelles, c'est qu'il y a parfois le risque qu'il y ait un peu un combat ou un conflit entre les deux, entre l'idée de protéger les emplois à tout prix et après le combat que voilà, tous ici on mène vers le fait de diminuer l'impact climatique de l'aviation. Comment, du coup, ma question, c'est comment arriver à améliorer les synergies entre les deux, ou plus précisément, comment arriver à faire en sorte d'amener les syndicats et les organisations qui veulent à tout prix défendre les emplois, ce qui est tout à fait louable comme objectif, vers, du coup, à ne pas nous voir comme des dangers pour eux, si vous voyez ce que je veux dire. Qui veut réagir ? Moi, je pense que c'est le cœur du problème, effectivement. Alors, on a essayé de réfléchir à cette question-là, notamment dès le début de la pandémie, et notamment avec les collègues de la CGT Airbus. On a fait une enquête en ligne pour essayer de montrer comment on pourrait essayer de trouver ces convergences-là sur le territoire, puisqu'on parle bien de la relation aussi entre emploi et territoire.
Et donc à cette enquête où il y a eu quand même 1200 personnes qui ont répondu, donc ce qui est quand même pas neutre, il y avait une majorité de personnes qui disaient moi j'ai des compétences dans certains leviers de l'aéronautique, par exemple l'aérodynamique, la mécanique des fluides, etc. Et je pourrais tout à fait mettre cette compétence au service d'une autre industrie. L'idée de fond, c'était de dire, en fait, pendant tout un temps, on a été mis en chômage partiel pendant quasiment 1 an et demi à 40%. C'est-à-dire 40% de l'activité, on ne faisait rien. Alors bon, on était payé un peu moins, mais on était payé à la maison. Hein, vous avez vu l'État, voilà, quoi qu'il en coûte. Mais n'empêche qu'on n'a pas mis, et c'est ça notre volonté, c'était mettre à contribution ce temps pour essayer de faire émerger justement et contribuer à faire émerger des filières, des compétences qu'on pourrait mettre en commun, essayer de dire mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce temps-là qu'on a et qu'on n'utilise pas. Et pareil pour l'outil industriel, on a 40% d'outils industriels qui est sous-utilisé, qui n'est pas utilisé du tout. Comment on peut le mettre pour faire autre chose? Alors, il y a eu quelques essais. Il y a eu par exemple une ligne qui a été créée de fabrication de masques pour ne pas dépendre que de la Chine. Il y a eu par exemple des entreprises, notamment sous-traitantes dans la mécanique, qui ont fait des boîtes à gel tout inox. Je peux vous dire que celle-là, elle rouillera jamais. Ensuite, voilà, il y a eu aussi même Airbus qui a contribué, par exemple, sur une usine à fabriquer des respirateurs. Voilà, il y a eu ces choses-là. Et ça, c'est parti de simples salariés qui ont dit, voilà, moi je ne peux pas rester à tourner en rond chez moi et ne pas contribuer à essayer de faire quelque chose par rapport à la fois à deux problèmes, retrouver une certaine souveraineté, parce que ce qu'a montré la pandémie aussi, c'est qu'on avait perdu ça. Et donc, quand on parle de questions de transport, de questions de territoire, on se dit, mais enfin, on produit 80% des choses au-delà de la planète, là, ou à l'autre bout de la planète. Est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver donc ces questions de relocalisation, mais retrouver une certaine souveraineté dans les territoires, donc les circuits courts, etc. Et ça, comment les salariés peuvent contribuer à ça en mettant leurs compétences en commun? C'est vraiment ça qui a été posé. Et donc, à la suite de cette enquête-là, avec le PAD, on a fait des ateliers en ligne pour essayer de travailler ces questions-là. Et c'est ça qui a donné lieu au rapport du PAD, où il y a quelques propositions qui sont formulées, mais il y en aurait bien d'autres. L'idée, c'est vraiment de dire... Les salariés sont d'accord pour mettre des compétences en commun pour essayer de faire émerger des choses qui ne soient pas polluantes. Bon, ça, c'est déjà positif. Ensuite, sur les territoires, on a énormément de besoins essentiels qui sont non satisfaits parce que, en fait, ça dépend des exportations, en fait, plutôt même des importations qui viennent souvent d'Asie, comme le textile, etc. On a des matières premières qui sont sous-utilisées, voire qui ont disparu au fil des siècles, comme par exemple les matières chanvre, etc., que tu citais, notamment en Ariège, etc. Donc, avec tout ça, on pourrait largement recréer des filières industrielles. Ensuite, on se heurte quand même à la volonté économique, c'est-à-dire que comment on finance ça, etc. Donc c'est là où on voit certains modèles économiques qui émergent, comme les coopératives, effectivement, qui sont quelquefois le seul moyen d'inventer des nouvelles énergies qu'on met en commun, des nouvelles industries, parce que le modèle économique est vraiment pas très agréable avec ceux qui inventent des nouvelles choses. Voilà, si vous n'êtes pas dans le marché, vous n'existez pas. Si vous ne rapportez pas suffisamment d'argent, vous n'existez pas. Et quand même, la question donc qui est posée là-dedans, c'est comment les salariés peuvent devenir citoyens de leur propre entreprise et de leur propre secteur d'entreprise. Et c'est ça vraiment le fond du problème. Donc moi je pense qu'à Bruxelles, ce qui serait intéressant de discuter, c'est comment on redonne la capacité aux salariés de se mêler de leurs affaires. Comment on redonne la capacité aux salariés de peser véritablement sur les enjeux industriels de leur secteur. Et notamment, par exemple, en donnant le droit aux salariés, donc le PAD formule cette proposition-là, de participer au conseil d'administration au même niveau que le représentant des actionnaires, avec des droits de veto. Ça existe dans certains pays d'Europe.
Les salariés ont des droits de veto, et on voit que, par exemple, si on cite l'Allemagne, où cela existe, l'industrie pèse encore 25% du PIB. Nous, en France, on est descendu à moins de 11%. Donc, le fait de redonner des droits aux salariés, et des droits vraiment dans la gestion de l'entreprise, dans la planification, dans l'anticipation des choses, eh bien, ça donne, je pense, la capacité de mettre ces compétences en convergence. En tout cas, je le pense vraiment. Merci Xavier. Yoann, tu veux rebondir, c'est ça ou... Et après, on prendra la question du monsieur. Oui, j'ai un dernier point en parlant d'imaginaire citoyen et salarié. Bon, je vais peut-être laisser une question et puis je le dirai par la suite. Ok. Monsieur, vous aviez une question ? J'avais une question. Donc, moi, je suis salarié de transport aérien. Je suis aussi militant, comme Xavier, dans cette compagnie aérienne, Air France. Et ce que je voulais dire par rapport à Air France, c'est qu'on parle d'Air France KLM, il y a 80 000 emplois, c'est l'enjeu Air France KLM. En fait, Air France pure, c'est 46 000 emplois. Suite à la pandémie, on a eu un plan qui nous a été imposé, de perte de 6 500 emplois sur l'ensemble d'Air France, non compris HOP, qui est une filiale. Donc au global, ça fait de l'ordre de 8 000 emplois qui sont partis. Là, à l'heure actuelle, lorsqu'on parle d'emploi, c'est vraiment de la perte d'emploi pure, puisque les salariés ne se retrouvent pas autre part. On ne parle pas de démission, enfin de reconversion pour le coup. D'une manière générale, les compagnies aériennes fonctionnent différemment. D'un côté, les low cost où tout est variable. Ryanair en est un exemple avec des pilotes auto-entrepreneurs. Mais les compagnies traditionnelles font de la même manière et profitent à l'heure actuelle du système de la Covid pour mettre en place des licenciements massifs et pour se mettre au même niveau que les low cost. Le multimodal, c'était un des points que la CGT, à l'époque, depuis 1980-90, parce que j'en étais aussi l'un des porteurs, on a essayé de mettre ça en place et de travailler avec la SNCF. Ça a été impossible, alors que d'un côté, c'était deux compagnies qui étaient à l'époque encore soumises à la tutelle de l'État. Cette problématique n'a jamais été retenue. Et de toute manière, même à l'heure actuelle, lorsqu'on regarde comment pourrait se passer du multimodal en France, il y a Roissy et CDG. CDG, il y a 6 voies ferrées qui arrivent sur Roissy, et en comparaison, il y a 200 slots, 200 endroits pour faire stationner des avions, et donc d'un côté et l'autre, c'est pas combinable. Pour Orly, c'est encore pire. L'aéroport et la gare sont espacés de 4 km et il n'y a aucun moyen pour l'instant d'y remédier. Tout à l'heure, ce que j'ai entendu, c'était que l'entreprise n'est pas... il n'y a pas de démocratie. Mais l'entreprise n'est pas un système démocratique. Elle obéit justement à ce que disait Xavier tout à l'heure, à l'offre et à la demande. Et dans les moyens qu'on a à l'heure actuelle, c'est de faire évoluer la loi, et c'est en se posant sur la loi, sur les droits, de cette manière-là, et là je vais dans le sens de Xavier, il faut faire en sorte que les salariés puissent imposer, enfin pas imposer, mais participer tout au moins aux décisions qui sont des décisions industrielles importantes. Voilà, c'est une lutte, et je crois que la conversion des emplois est un véritable défi, et tant pour les salariés dans la partie multimodale que dans la partie industrielle. Ok, merci. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi pour les intervenants. Peut-être qu'avant de te redonner la parole, je voulais bien entendre Auguste, parce que là il y a eu pas mal de propositions. Comment est-ce que tu vois ça, toi, travailler dans le chanvre, travailler à mi-temps pour l'aviation, à mi-temps pour l'écologie? Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez dans les filières? Est-ce que vous avez des propositions par rapport aux études? Alors justement, nous en tant que collectif, du coup la discussion a tourné autour de l'emploi et c'est super. Enfin, surtout pour moi, parce que du coup, j'apprends plein de trucs, dans le sens où, au sein du collectif, on est essentiellement des étudiants et étudiants ingénieurs. Donc, on sait que nous, on a une formation assez généraliste. Donc, si on veut tourner nos compétences vers d'autres domaines, comme le disait Xavier tout à l'heure,
on peut l'envisager relativement facilement. En revanche, on est aussi conscient de notre ignorance sur d'autres sujets, notamment celui de l'emploi pour la construction aéronautique ou des choses pour lesquelles on n'a pas de compétences et on n'est pas formé en école d'ingénieur. Et pour ces choses-là, en tant que collectif, on essaye d'amorcer la réflexion, parce qu'évidemment, la transformation du secteur, elle se fait à tous les échelons. Et en revanche, on n'a pas vraiment pour l'instant de solution à apporter. On est surtout là pour écouter. Et voilà. Et le faire savoir aux entreprises aussi qu'on peut tourner nos compétences vers d'autres secteurs si elles ne sont pas prêtes à changer. Donc voilà, j'aurais pas de réponse à apporter concrète, en tout cas. En tout cas, ça alimente vos réflexions. Et peut-être dans la même veine, du coup, Cécile et Vinciane, le dialogue du coup que vous avez avec vos élus sur les propositions que vous apportez, vous voyez des possibilités d'agir dans le futur. Est-ce que les propositions que vous pouvez amener suite à votre diagnostic, ça peut enclencher des actions? Enfin, vous n'en êtes peut-être pas à ce stade-là. Est-ce que il y a des perspectives là-dessus? Oui. Je crois qu'effectivement, on n'en est pas encore à ce stade, parce qu'on est encore un peu à la moitié du parcours d'enquête. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on on travaille pour des élus qui sont très ambitieux, qui ont bien compris qu'il faut voir grand pour changer les choses et changer de modèle. Et que c'est pas juste de dire, tiens, je vais créer des passerelles pour les X milliers d'emplois qui seraient concernés. L'idée, c'est de dire, on veut plus vivre dans un territoire qui subit ce genre de nuisance, à ce niveau-là en tout cas. C'est pas qu'il s'agit d'arrêter l'avion, mais de dire, il faut quand même rendre le territoire plus habitable. Et aujourd'hui, les signes ne montrent pas que ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire que, par exemple, on continue d'orienter les jeunes au niveau de la formation locale vers les filières de l'aérien. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas de redirection qui a été engagée. Et si on parle à des jeunes comme ça veut dire qu'on les engage pour plusieurs décennies. Donc c'est bien là qu'il y a un enjeu à dire il faut qu'il y ait une prise de conscience générale et large sur le territoire du fait qu'aujourd'hui, ce territoire s'est mis dans la dépendance à l'avion et que si on veut être plus fort pour éviter de devoir subir ce chantage à l'emploi vis-à-vis des projets d'extension, il faut planifier ou en tout cas entreprendre une redirection dès à présent pour pouvoir prendre un autre chemin. Et voilà. Donc après, on n'est pas encore sur des pistes concrètes. Je crois que le message, c'est que c'est complexe. C'est pas une question individuelle, c'est une filière. Ce sont des filières à structurer. Donc c'est beaucoup d'acteurs à coordonner. Donc du coup, les étudiants aimeraient changer, les élus aimeraient changer. Les salariés du secteur, est-ce que c'est la majorité qui veulent changer? C'est un signal faible, les salariés écologiques dans l'aéronautique. Il y a des volontés, il y a des choses, mais j'ai plutôt, je pense qu'on peut compter sur eux. C'est des personnes qui sont très compétentes, très carrées, et puis qui donneront le maximum d'eux-mêmes, peu importe les circonstances. Je voulais rebondir sur l'ambition qu'on peut avoir. Donc on voit que les salariés redeviennent des citoyens en voulant s'approprier les choix stratégiques. Et les citoyens, qu'est-ce qu'ils pourraient redevenir des citoyens plus là, je pense avec la monnaie en fait. On voit les choses de. On a dit, il y a des possibilités d'emploi, on aimerait faire ça, mais qui finance? On veut de l'accompagnement financier pour qu'on quitte notre emploi, mais qu'on ait un revenu en conséquence. C'est vrai que s'il y avait une création monétaire différente, on changerait beaucoup les choses, quoi. Donc là, c'est des choses qui sont très très complexes, mais j'ai retrouvé dans un livre là que je peux vous partager là, de Frédéric Bosquet là, qui a été à l'origine du sol violette à Toulouse. Donc c'est par exemple dans les monastères au Moyen-Âge, il y avait des monnaies créées qui s'appellent les méros. Donc c'était pour qu'on ait une monnaie comme ça, il faut qu'on ait foi, pour qu'on ait confiance dans la monnaie, il faut qu'on puisse en faire quelque chose, quoi, d'avoir quelque chose à échanger avec. Donc là, c'était d'avoir une production agricole, une production manufacturière. Donc les gens qui travaillaient au monastère pouvaient se dire j'ai de l'argent, je peux en faire quelque chose. Et voilà. Et donc on avait un cercle vertueux local qui se mettait en place avec les gens qui travaillent. La consommation locale qui se faisait avec l'hébergement, les repas, et ensuite ces commerçants qui s'approvisionnaient auprès du monastère, et la boucle était bouclée, donc on n'avait pas ces fuites de capitaux vers la sphère financière. Et donc ça, c'est des choses qu'on évoque depuis la crise des subprimes, et donc voilà, là il y a un pouvoir citoyen à reconquérir qui est assez énorme. Donc là, c'est sûr que
dans nos emplois, on n'est pas tout le temps confronté à ça, mais voilà, en tant que citoyen, on a besoin de grands défis, d'être ambitieux, et là voilà, on a un défi colossal à faire, donc il faut avoir les moyens de nos ambitions, aussi bien idéologiques que après techniques, avec un cadre où on peut travailler, on peut être payé, et on se concentre sur les vraies choses. Juste pour compléter avec un autre exemple concret auquel je pense, c'est la filière BTP. Comme je disais, on est sur un territoire très dense, il y a beaucoup de construction, et il y a des objectifs fixés de construction dans le cadre de la métropolisation qui se poursuit avec l'impulsion de la métropole du Grand Paris. Même si c'est pas forcément quelque chose de souhaitable pour le territoire, comme on a vu, ça améliore pas les conditions de vie. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a un enjeu autour de ça, et on voit que typiquement, en termes de dépendance du territoire aux ressources extérieures, c'est aussi vrai pour le bâtiment, et c'est aussi tout un circuit dans le cadre de la rénovation de matières en fait qu'on est amené à devoir jeter. Et en fait aujourd'hui, par exemple, le fait de monter une filière autour du réemploi des matières dans le bâtiment, ça c'est typiquement une filière qui serait intéressante de développer. Et on sait que c'est aussi peut-être par la commande publique que ça peut passer, c'est-à-dire que la commande publique a le pouvoir de fixer des objectifs de réemploi. Ça c'est un levier qui est connu, mais quand je parle de complexité, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui concrètement dans les services administratifs, les agents en fait c'est un petit peu qui sont la cheville ouvrière pour essayer de monter la filière finalement en mettant en réseau des acteurs pour pouvoir, parce que finalement fixer un objectif c'est une chose, mais après que le constructeur ait la possibilité d'avoir les compétences et tout le réseau logistique, d'entreposage, de sélection, de mise en commun des matériaux à réemployer, en fait c'est une filière qu'il faut structurer. Donc voilà, c'est juste un exemple complémentaire pour montrer en fait en quoi à nouveau voilà, il y a des filières vastes à monter. J'y vais ? Oui. Dans le cadre du titre prise de conscience au sein du secteur et diversification des emplois, je trouve un peu regrettable qu'on n'ait pas dans les débatteurs tout ce qui concerne la formation des gens qui vont être obligés de se reconvertir. Parce que moi, j'en vois beaucoup autour de moi qui étaient dans l'aérien, il se trouve que vos chiffres sont de l'aérien, et qui, en fait, se trouvent face à des entreprises privées et qui ont un projet de réinsertion qui ne correspond pas à soit ce qu'ils veulent ou pas parce qu'il n'y a plus de place. Donc je pense que la question de la formation des reconversions, j'aimerais qu'on la pose. Comment se fait-il qu'il y ait tant d'entreprises privées qui s'occupent de ça ? Merci beaucoup pour votre question. Donc, le collectif Pensons l'aéronautique pour demain travaille notamment avec Transition Pro, qui est un dispositif étatique, d'accord, qui permet de former justement des personnes à la transition écologique, notamment en Occitanie. Donc ça fonctionne. Le problème, c'est que c'est très limité. C'est limité aujourd'hui à un bac+2, d'accord. Et donc nous, ce qu'on prônerait, c'est que ce soit très largement possible pour une personne, quelle que soit sa qualification, de prendre 3 semaines, 6 mois, 1 an, 2 ans, ça dépend ce qu'on veut faire, puisque clairement, un ingénieur, demain, il ne pourra pas être paysan. C'est un métier, donc on ne peut pas l'inventer. Donc effectivement, on porte ce genre de revendications, et on a travaillé avec des organismes comme ça. Je ne sais pas si... Je voudrais souligner que ça, il y a longtemps que ça existe, cette possibilité de formation. Moi, ce que je dénonce, ce soit le privé en France. On a l'impression vraiment que l'État libère de ses devoirs, de ses Alors, ce que vous dites est tout à fait juste. Après, bon, vous savez, pour trouver aussi des personnes pour intervenir sur le sujet, c'est pas toujours simple. Donc, je pense qu'il faut remercier déjà l'association Autre Choix d'avoir réussi à avoir autant de diversité d'intervenants. Après, on peut pas être compétent dans tous les sujets. Sur la question de la reconversion, effectivement, la formation est incontournable. Mais je pense que c'est pas un élément suffisant. Moi, il me semble que dire aux salariés tu vas, enfin, bien, comme on nous l'a dit à Airbus un peu, on va subir des baisses de cadence, donc on va
on va supprimer tant de milliers d'emplois, et puis demain, ça repart, et on va réembaucher des tas de gens, parce que c'est ce qui va se passer dans les 5 ans à venir. Ils vont réembaucher autant d'emplois qui ont été perdus. Sauf que ce n'est pas les mêmes emplois, ce n'est pas les mêmes types d'emplois. Entre-temps, il y a aussi beaucoup d'emplois qui, notamment des emplois on va dire de production, qui sont souvent externalisés. Donc on a aussi une industrie qui utilise aussi ces cycles-là de crise pour modifier leur modèle industriel. On a par exemple, bon il n'est pas là, on peut le dire, mais Safran a par exemple ouvert 7 usines au Mexique en moins de 10 ans. Airbus a réussi à délocaliser des pièces dans le monde entier. Donc même s'il y a encore heureusement de la production en Europe, mais parce qu'on est resté une société européenne avec le contrôle en partie des États qui sont fondateurs d'Airbus, des pays d'Airbus, voilà, que sont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne. Mais s'il n'y avait pas ce contrôle de l'État, les externalisations seraient encore beaucoup plus importantes. Donc le problème de la reconversion des emplois, c'est quel emploi je reconvertis, sur quelle durée, à quelle échelle et avec quel système de compétences. Et c'est ça qu'on pose dans les centres de formation. Alors en plus, vous le savez, dans la formation, avec les évolutions qu'il y a eu, notamment dernièrement sur la loi sur la formation professionnelle, il y a une énorme de multiplication des acteurs qui arrivent là-dedans. Et avec en plus le CPF ou les formations initiales, il y a une concurrence effrénée. Voilà. On a des écoles privées, on a des écoles publiques, on a des centres de formation qui veulent, enfin je ne sais pas qu'est-ce qu'ils forment, mais enfin voilà. Et donc on se dit, mais est-ce que ça prépare aux emplois de demain ? Franchement, on n'en sait rien. Parce qu'il n'y a pas d'anticipation. Moi, je vais vous donner un exemple et je m'arrêterai là parce que je parle beaucoup. Mais il y a dans la presse, depuis déjà quelques mois, a été annoncé la fermeture de la moitié des fonderies de l'automobile en France. La moitié des fonderies en France, donc c'est des milliers et des milliers d'emplois, elles vont fermer. Soit parce qu'il y a une transformation du modèle entre le thermique vers l'électrique, mais aussi parce que les industriels utilisent aussi cette période-là pour fermer des entreprises dans différents bassins d'emploi, souvent des emplois, des bassins ruraux, où c'était des usines de 300 à 400 salariés qui faisaient vivre toute la région. Aucune anticipation du point de vue de la transformation des emplois et au niveau de qu'est-ce qu'on fait de ces emplois qui vont être des gens qui ont 40 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qui vont se retrouver effectivement dans une situation très très difficile avec des difficultés de reconversion. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le territoire va être déserté comme ça s'est fait dans plein de territoires en France et qu'il n'y aura aucune solution. L'idée qu'on essaye de faire émerger, c'est d'anticiper ça. On sait très bien qu'il va y avoir le changement climatique va amener des transformations de l'emploi. C'est évident. Vous ne pouvez plus imaginer que le fait qu'on n'ait plus de matières premières, pour faire une voiture, il faut des matières premières. Pour faire un avion, c'est pareil. Si vous avez des matières premières qui s'éteignent, il faudra faire autre chose. Donc forcément, il y aura une transformation des emplois. Le seul problème, c'est est-ce que c'est le marché économique qui dicte ça ou est-ce que c'est la puissance publique qui se remet à essayer de donner un projet de société et d'anticiper ça ? C'est ça le point qui est posé, avec effectivement la formation adaptée et tout ça. Mais là aussi, et je rejoins ce que disait Johan, c'est aujourd'hui on est des salariés de l'aéronautique, que ce soit dans l'aérien ou dans la construction aéronautique, on a plutôt des salaires qui sont moyens, qui sont intéressants, on n'est pas au SMIC, on a aussi des formations initiales qui font qu'on a quand même beaucoup d'ingénieurs dans ce type d'emploi et tout. Effectivement, si on doit devenir demain agriculteur, c'est pas les mêmes protections du salarié, etc. Et donc c'est ça qui est posé aussi. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? On ne va pas demander à un ingénieur de quitter son boulot et d'aller faire agriculteur. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Même si, alors ça marche pour certains qui ont pris le pas de se reconvertir individuellement. On a traité toute cette partie-là à Toulouse et on a beaucoup de gens qui quittent volontairement, dans le cadre de PSE d'Airbus, qui quittent Airbus pour faire un projet personnel.
Mais le faire à grande échelle, à l'échelle d'un territoire, ça ne marche pas. Enfin, il faut y mettre beaucoup de conditions économiques. Nous, on parle aussi de ça. Comment on peut transformer un territoire qui garde des emplois et qui garde des emplois au service justement de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est quand même ça qui est posé. Merci Xavier. Alors on va bientôt conclure, donc je vois trois mains levées, on prend ces 3 questions, 3 courtes réponses et on conclut la table ronde. Et Auguste s'excuse, il a dû partir, il avait un train à prendre. Si vous voulez le contacter, on pourra vous donner son contact si vous voulez rester des questions pour lui. Une question concernant le territoire de Roissy. Vous disiez qu'il y avait plein de projets, de porteurs de projets qui pouvaient apporter des créations d'emplois durables au service des habitants, mais du coup qu'il y avait besoin de soutien, en fait, qu'il y avait la nécessité d'une vraie volonté et d'aide pour les soutenir et les aider à se développer. Selon vous, d'où doit venir cette aide? Quels sont les acteurs qui peuvent apporter et doivent apporter ce soutien? Est-ce que c'est la région? Est-ce que c'est plus localement les élus locaux? Est-ce que c'est au niveau de l'État? Voilà, qui doit jouer ce rôle de soutien et de développement de ces emplois? Je pensais en particulier à une étude qui a été faite donc, sur la filière agricole et dont on n'est pas experte. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a beaucoup de porteurs de projets, mais la question qui est posée, c'est plutôt de dire, même s'il y en avait, ils feraient face à des difficultés. Et bon, très honnêtement, c'est très spécifique, c'est assez technique et je ne serais pas en mesure de dire tous les leviers qu'il faudrait activer. C'est vrai que vous avez parlé de l'accès au foncier, je pense que c'est un des premiers points. Et la transition écologique au niveau de l'agriculture, de transformer l'agriculture conventionnelle, qui sont des grandes surfaces, des grandes exploitations, pour en faire des petites parcelles d'agroécologie, ça soulève énormément de questions. Et donc c'est certainement pas nous qui allons répondre à cette question-là. Juste quand même ce qu'on peut préciser sur le territoire de Roissy, c'est une spécialité locale, c'est qu'il y a en plus un découpage administratif très compliqué sur cette région, parce qu'on a des communautés d'agglomération qui sont à cheval sur 3 départements, par exemple. On a le concept de métropole du Grand Paris, qui est une entité administrative qui est intermédiaire entre les communes, les communautés d'agglomération, les départements et la région. Et donc ça c'est une spécialité vraiment, une spécificité du territoire de l'Île-de-France qui rajoute au problème. Mais après, je pense que c'est vraiment filière par filière qu'il faudrait se poser la question. Je dirais peut-être, j'ai entendu tout à l'heure dans la table ronde précédente qu'il y a le cadre législatif, c'est important pour certaines choses. À un moment donné, c'est vrai que s'il y avait des objectifs réglementaires sur certains taux de réemploi ou certaines choses, ça aiderait, c'est clair. Et l'autre message, c'est peut-être de dire qu'à mon avis, il faut quand même, si on veut vraiment faire bouger les choses, il faut que le secteur conventionnel privé aujourd'hui s'y mette aussi. Donc ce serait, on aimerait bien pouvoir, dans le cadre de notre enquête, rencontrer des entrepreneurs, des gens qui représentent le monde économique actuel, pour voir dans quelle mesure effectivement ils peuvent faire un bout de chemin dans cette direction, parce qu'effectivement on est toujours un peu prise dans la question de dire est-ce qu'on promeut une nouvelle façon de faire, sachant que les pratiques qui posent aujourd'hui problème persistent en parallèle, et du coup est-ce que ça va nous aider à faire avancer les choses? On n'est pas certaine, donc c'est vrai que ce serait bien de pouvoir s'appuyer, et puis ne serait-ce que pour des questions aussi de financement. Ça c'est est-ce que la puissance publique doit à elle seule porter la reconversion d'un modèle complet? Est-ce qu'elle en a les moyens avec la situation actuelle? Alors qu'à côté de ça, on entendait dans un mardi dernier, il y avait le sommet des acteurs du Grand Paris qui disait il y a beaucoup d'argent. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'argent privé ou est-ce qu'il y a beaucoup d'argent dans le cadre du plan de relance? Les deux sans doute, mais en tout cas voilà. Il faut peut-être aller chercher différents acteurs, y compris ceux du monde économique. Ok, merci Vinciane. Une autre question, et la troisième, ce sera madame après. J'ai une question, je sais pas si ça fonctionne au niveau du son. J'avais une question, alors je sais pas exactement comment la formuler, mais version courte, c'est comment tordre un petit peu le bras de ces acteurs qui sont du coup
une poignée, hein, c'est Airbus et Safran, et vous posiez la question, qui doit décider de l'économie, qui doit décider de l'emploi, qui doit décider, est-ce que c'est le marché, est-ce que c'est la puissance publique? La question, c'est de dire, est-ce que c'est pas aussi les citoyens? Et c'est quel est le pouvoir du citoyen, quel est le pouvoir de l'ensemble de vos collectifs qui sont absolument merveilleux, que ce soit la CGT, que ce soit les étudiants qui sont en train de dire à leurs écoles, on n'a plus envie de détruire le monde, que ce soit les études que vous faites à Roissy, que ce soit la découverte d'alternatives au chanvre à Toulouse. Comment est-ce que tout ça se met au sein d'une mécanique commune? Est-ce qu'on doit passer par des actions de grève collective chez Airbus pour l'écologie? Est-ce que ça doit être des actions citoyennes? Voilà, c'est une question qui est extrêmement vaste. Mais est-ce que c'est tout ça? Parce que la puissance publique, elle a fait ses preuves, la loi climat est ratée, et on ne peut pas compter sur elle. Donc comment est-ce qu'on tord le bras à 10, 15, 20, 100 personnes qui sont chez Airbus et qui décident de qui perd son emploi et qui, contre-courant, dit qu'ils vont doubler leur flotte d'avions d'ici 2030, 2040, 2050. Alors, quelqu'un qui veut répondre dans la salle? En fait, il y a une réponse simple. On prend le pouvoir politique. C'est tout ça. C'est l'associatif, c'est super intéressant, mais à un moment, en fait, si on veut agir plus vite et plus fort, il faut prendre le pouvoir politique. Donc, voilà. Le droit de vote, oui. De s'engager dans des partis politiques et de s'engager dans des partis politiques et de porter le même message pour faire avancer plus vite. Alors, ça c'est... Donc ça c'est une proposition, merci. Et on va prendre la question de madame qui avait levé la main et on s'arrêtera là. Je veux juste continuer la réponse. Je pense que ça se situe aussi malheureusement au niveau international avec l'application tout simplement de la COP de Paris et de celles qu'on suivi. Et là, on a de gros espoirs avec le changement de dirigeant, de président aux États-Unis. On voit que ça ne va pas au même niveau qu'on le souhaiterait. Si les États-Unis et l'Occident en général appliquaient réellement les principes qui ont été donnés lors de la COP 2015, on ne serait pas en train de se poser ces questions-là, parce que ça redescendrait par ruissellement sur tous les dirigeants des grands groupes industriels occidentaux. Donc c'est un vrai problème politique international. Voilà. Je voudrais juste rajouter que je pense aussi qu'on a tous du pouvoir, notamment en tant que parents, de soutenir nos enfants dans leurs projets qu'ils ont quand ils sont jeunes. Souvent, quand on est jeune, on a envie d'être pompier, d'être vétérinaire ou de ce genre de choses. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'on grandit, étrangement, ces envies-là, elles sont peut-être un petit peu... ok, ça c'est cool, mais il va falloir que tu bosses vraiment, en fait. Et donc, on se retrouve avec des enfants qui deviennent auditeurs financiers. Est-ce que c'est pas aussi, en tant que parent, qu'on peut soutenir une envie, en fait, qui n'est pas forcément dans le système actuel, mais qui, justement, dans un système qui va évoluer, puisqu'il évoluera de toute façon, qu'on le veuille ou non, bien, de leur dire, ok, moi je vais te soutenir dans ton envie d'être danseur, par exemple, il n'y a pas de souci, au lieu de lui dire, non, fais plutôt ingénieur parce que ça paye mieux, quoi. Voilà. Aviateur, c'est un rêve d'enfant aussi, mais madame. J'arrive en dernier, donc je vais essayer d'être courte. Prise de conscience au sein du secteur, je pense qu'il faut continuer à alimenter les débats tels qu'on a actuellement et à travailler ensemble aussi avec les syndicats, mais aussi avec les salariés, j'allais dire, au-delà des syndicats, parce que les syndicats, si je prends l'exemple du transport aérien, mais comme c'était pour ceux les questions quand on a traité du nucléaire aussi, en disant il y en a qui sont pro-nucléaires et d'autres qui sont anti-nucléaires, il faut derrière transformer les emplois, etc. Donc il faut faire accepter dans les consciences des salariés aussi, notamment du transport aérien, qu'à un moment donné ou à un autre, ils seront confrontés à peut-être à une temporisation de l'activité aérienne, ou voire une réduction, notamment chez nous en Europe, parce que c'est là, avec les États-Unis, où on a le plus développé quand même les lignes aériennes.
Et donc, il faut absolument, parce que actuellement, il y a quand même dans les salariés, dans la tête des salariés, ça me fait peur, ils vont supprimer mon emploi. Donc, et il y a absolument, je suis d'accord, hein, il faut planifier, je crois qu'il y a beaucoup de gens ici qui partagent ça, il faut absolument planifier tout ça, et ça se règle par des politiques publiques, mais pour pouvoir le faire, il faut changer aujourd'hui de système. Hein. Aujourd'hui, on ne peut plus rester dans le système dans lequel on est actuellement, qui est un système libéral capitaliste, et qui va à l'encontre de tout le social et qui va à l'encontre de l'écologie aussi. Hein. Donc là, il va falloir se battre tous ensemble pour dire aux politiques que nous ne voulons plus de ça, qu'on veut transformer cette politique. Et je pense qu'il y a du chemin à faire encore, hein, on en a déjà fait, je pense que c'est en train de... Voilà, c'était ça que je voulais dire, et surtout aller rencontrer les syndicats et les salariés pour avoir les débats qu'on a eus aujourd'hui, par exemple, et leur offrir avoir des perspectives. Moi, j'en connais une, hein, par exemple, les 32 heures, hein, parce que les salariés du transport aérien, là, ils sont tous âgés. Il y en a une bonne flambée là, qui va partir à la retraite, et il y a les jeunes qui vont arriver. Partageons le travail, et notamment la question des 32 heures. Ce que proposait Johan et le collectif ICAR, notamment, effectivement. Les 3, 4, 5. Juste pour rebondir et pour donner une petite note d'espoir et pour montrer que les citoyens ont quand même un peu de pouvoir, il faut savoir que le CECCT4, de base, donc on disait que c'était la voix des citoyens qui a été portée par les élus. C'est un citoyen qui a envoyé un courrier à la présidente du CECCT4 pour lui dire il y a un terminal qui est en train de se construire, un nouveau terminal qui est en train de se construire à Roissy. Voici les incidences pour le territoire. Vous devriez regarder parce que ça va pas être incroyable, quoi. Et donc elle a été regardée, elle s'est dit tiens, ça va être plus de nuisances aériennes, plus de pollution, et donc c'est avec l'aide d'autres élus que la présidente a comme ça monté le collectif et qu'il y a un mouvement d'élus qui s'est créé. En tout cas, ça manque pas d'énergie, de volonté de transformation dans cette salle, donc ça fait toujours au moins plaisir à voir. Je vous propose qu'on fasse une pause pour reprendre de l'énergie, puis continuer les échanges autour d'un petit gâteau, un petit café, avant de passer à la dernière table ronde. Merci beaucoup à nos intervenants et intervenants.